Donc maintenant, le dossier 5, c'est un dossier concernant plus les urgences neurologiques. Donc question 1, en fait, un patient vous est amené par le SAMU. Votre interne vous dit qu'il présente une compression médulaire suite à un accident de la voie publique. Qu'est-ce que l'interne a recherché pour dire qu'il y avait probablement une compression médulaire? Donc, il y a la compression médulaire, mais si vous voulez, on peut éventuellement parler du syndrome de la queue de cheval, éventuellement, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué en général, tout ça. Est-ce qu'il serait possible de faire un petit rappel du syndrome central périphérique? On va faire un petit schéma en même temps, comme ça sera peut-être plus clair. Donc, la compression médulaire, on va dessiner la moelle, ça va être plus simple. Donc, la moelle, ceci est une moelle. Et ensuite, la queue de cheval. Donc, ici, on est au niveau L1. Vous savez que la moelle, elle s'arrête en L1. Et donc, tout ce qui est au-dessus, c'est de la compression médulaire, donc des signes centraux. Et tout ce qui est en dessous, c'est un syndrome périphérique. Donc, quand vous avez, par exemple, une lésion, on va dire une lésion T4. Donc ça, le T4, en général, c'est à peu près au niveau mamelonnaire que vous allez avoir un syndrome lésionnel. Donc, dans la compression médulaire, vous avez à la fois le syndrome lésionnel, donc qui va se situer en T4. C'est ça qui a valeur de localisation de votre atteinte, mais vous ne le retrouvez pas forcément à chaque fois. C'est bien quand vous le retrouvez, mais parfois il manque. Donc, vous avez une hypoesthésie en fait au niveau de T4. Et là, en l'occurrence, T4 n'est pas un bon exemple, mais par contre, par exemple, si vous avez une atteinte, je sais pas, une atteinte C5 par exemple, vous allez avoir une abolition du réflexe bicipital en rapport avec une atteinte périphérique. Parce que je vous rappelle que dans l'atteinte périphérique, vous avez le déficit moteur, mais aussi l'abolition des réflexes ostéotendineux. Donc ça, c'est le syndrome lésionnel. Ensuite, vous avez le syndrome sous-lésionnel. Donc, syndrome sous-lésionnel. Et donc ça concerne tout ce qui est en dessous de votre lésion. Et là, ça va être des symptômes centraux. Donc le fameux syndrome pyramidal dont je vous parlais tout à l'heure, avec les réflexes vifs, ostéotendineux, diffusés, polycinétiques, extension de la zone réflexogène, trépidation épileptoïde, bon, on s'en fiche un peu de ça, le Babinski, le fameux Babinski. Voilà, donc ça c'est le syndrome sous-lésionnel. Ensuite, quand il y a des traumatismes du rachis, vous avez de manière associée un syndrome rachidien, donc c'est-à-dire une douleur en fait du rachis. Ça vous oriente pas beaucoup vers une quelconque étiologie. Et un truc hyper important aussi, c'est que au-dessus, donc là en l'occurrence de T4, vous n'allez pas avoir de signes. Donc c'est ce qu'on appelle l'absence de signes supralésionnels. Par exemple, notamment dans un des dossiers de tout à l'heure, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de paralysie faciale et que du coup, vous ne pouviez pas éliminer une origine cervicale médulaire, ben là c'est pareil. Si vous n'avez pas d'atteinte des parts crâniennes ou que sais-je, ça c'est un bon signe aussi pour dire que l'atteinte est plutôt médulaire. Donc ça, c'est le syndrome de compression médulaire. Ensuite, le syndrome de la queue de cheval, donc ça touche les racines après L1 et le déficit, il est uniquement périphérique. Donc vous allez avoir donc un syndrome périphérique, donc avec diminution de la force, abolition des réflexes. Vous allez avoir aussi des troubles sphinctériens que vous pouvez quand même retrouver dans la compression médulaire, mais ça c'est quand même donc les sphincters qui sont touchés. Et un truc qui est vraiment caractéristique du syndrome de la queue de cheval, c'est la fameuse anesthésie en selle. Voilà. La fameuse anesthésie en selle, donc tout le périnée qui est anesthésié. Voilà, donc si on récapitule, compression médulaire, syndrome lésionnel périphérique avec, ici ça sera l'atteinte de T4, mais peu importe, donc des signes périphériques au niveau de l'atteinte, vraiment qui vous localise la lésion. Le syndrome sous-lésionnel qui sera central. Et un syndrome rachidien qui peut vous orienter éventuellement vers quelque chose de rachidien, avec des douleurs, etc. Une raideur, voilà, c'est en fonction de l'étiologie. Et pas de signe supralésionnel, donc ici, pas de signe au-dessus de T4. Et pour le syndrome de la queue de cheval, des signes uniquement périphériques, avec troubles sphinctériens,
associée et anesthésie en selle très évocatrice. Par exemple, les patients ils sentent pas la sonde urinaire quand ils ont dû être sondés parce que justement ils avaient des troubles sphinctériens. Ils sentent pas de la sonde urinaire. Ils perdent aussi les selles parce qu'ils sentent pas le passage des selles. Voilà, donc ça c'est très important de ne pas mélanger parce que souvent on parle de compression médulaire alors que c'est un syndrome de la queue de cheval, etc. Et vraiment ne confondez pas parce que ça pour le coup ça peut être un bon 0 à la question à l'ENC et après on se moquera juste un petit peu de vous, c'est tout. Voilà, je reviens aux autres questions. Donc ensuite, quelle est votre prise en charge ? Donc là, en l'occurrence, c'est un AVP, donc probablement 2 vertèbres qui sont luxées l'une par rapport à l'autre. Donc la prise en charge, c'est une urgence absolue. Vous avez 6 heures pour sauver la moelle épinière, si tant est que vous puissiez la sauver quand même. Donc c'est prise en charge neurochirurgicale ou orthopédique, ça dépend des services, en urgence pour décompression de la moelle. Voilà, question numéro 3. On va passer à un autre patient qui a 20 ans, qui est comateux, marbré, hypotendu. Il était céphalalgique et fébrile dans la journée. Et vous constatez également des petites taches rouges sur les jambes qui n'y étaient pas il y a 1 heure. Vous avez l'impression que c'est un petit peu nécrotique aussi. Donc ça vous évoque un purpura fulminans. Et donc, votre diagnostic, c'est que c'est une méningite à méningocoque. Il peut y avoir des purpura fulminans dans les méningites à pneumocoque aussi. Voilà, mais en général, classiquement, c'est le méningocoque qu'on évoque, avec un purpura fulminans. C'est une urgence vitale absolue. Vous devez administrer sans attendre une céphalosporine de 3e génération à votre patient et vous vous amusez pas à faire la ponction lombaire dans la foulée. Déjà, vous le remplissez, vous corrigez le choc septique, vous mettez bien sûr les antibiotiques et seulement après, vous ferez votre ponction lombaire. Ça va pas décapiter votre méningite et de toute façon, on s'en fiche. Le but, c'est de sauver le patient, c'est pas de trouver le germe. À la limite, c'est pas ça qui va sauver le patient. C'est votre céphalosporine qui va sauver le patient et la prise en charge du choc. Voilà, donc ça, hyper important. Vous allez retrouver des recommandations sur Internet assez récentes concernant la méningite. C'est très très bien fait sur le site de la Société française de réanimation. Donc je vous laisse regarder. Il y a une version longue, une version courte et c'est très très bien fait. Il y a tout un tableau récapitulatif sur l'antibiothérapie que vous devez donner à votre patient en fonction du germe ou même si le germe n'est pas connu, ce que vous devez faire. Donc vraiment, je vous laisse regarder, c'est très très bien, vous vous en servirez tout le temps. Donc on passe à notre nouveau patient, ça c'est la question 4. Votre patient arrive via le SMUR, il a 30 ans, c'est un épileptique connu. Et en fait, il a arrêté son traitement parce qu'il en avait marre. Il est inconscient depuis 15 minutes, il avait perdu conscience et il a convulsé de manière généralisée pendant 10 minutes non-stop. Et là, il est toujours complètement comateux, il n'arrive toujours pas à reprendre conscience. Et donc, la question, c'est quel est votre diagnostic et quelle est votre prise en charge immédiate ? Donc, c'est une urgence vitale, encore une fois. Il s'agit d'un état de mal, pour le coup, là, convulsif. La définition, c'est plus de 5 minutes de convulsion quand c'est un état de mal convulsif et plus de 30 minutes sans retour à la normale quand c'est pas convulsif. Mais en gros, la majorité des cas, c'est convulsif. Et donc la prise en charge, c'est toujours la même. Pareil, vous avez des recommandations extrêmement bien faites. Je me demande si c'est pas non plus sur le site de la Société française de réanimation. Ça, j'en suis plus sûre, mais vous avez des recommandations très bien faites et récentes là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est prise en charge globale du patient, donc le mettre en condition, éventuellement l'intuber s'il faut, dans la foulée, etc. Bien sûr, de l'oxygène, le scoper, etc. Prendre les constantes. Un truc hyper important à pas oublier, c'est la glycémie capillaire. Je vous rappelle que devant tout trouble neurologique brutal, c'est une glycémie capillaire qu'il faut faire pour rechercher une hypoglycémie et la corriger. Également, dans le dossier numéro 1, quand le patient a fait l'AVC, j'ai pas assez insisté, mais il faut faire bien sûr une glycémie capillaire. Et une hypoglycémie importante ou une hyperglycémie hyper importante, c'est aussi une contre-indication à la thrombolyse en passant. Voilà, ça c'est pour le petit aparté. Donc, je reviens à la prise en charge de mon état de mal. Donc, vous avez éliminé l'hypoglycémie, vous avez mis en condition votre patient, blablabla. Et donc ensuite, la prise en charge de l'état de mal en lui-même, c'est petit 1, toujours un antiépileptique de courte durée d'action, enfin d'action immédiate et de courte durée, à savoir une benzodiazépine, le Rivotril notamment. Les doses, je vous laisse les regarder sur le site, c'est pas ça qu'il faut retenir en D2. Et
Dans la foulée, vous mettez tout de suite un antiépileptique d'action plus prolongée, à savoir par exemple la phénitoïne ou la phosphénitoïne. Pareil, je vous laisse regarder les doses, ou le Gardénal, un des deux, phosphénitoïne ou Gardénal. Si le patient ne reprend toujours pas connaissance, soit vous switchez, vous mettez le Gardénal à la place de la phénitoïne ou vice-versa, soit vous passez tout de suite en fait à la troisième étape qui consiste à mettre le patient sous anesthésie générale, à lui administrer du thiopental et ensuite advienne que pourra. Et à terme, ce qui est hyper important, c'est que le patient il reprenne son traitement d'avant et éduquer le patient sur le fait que l'observance, c'est primordial dans le traitement antiépileptique. Donc vraiment, en fait, la prise en charge la plus importante, c'est à terme l'éducation thérapeutique du patient. Sinon, ça va recommencer et vous en sortirez pas. Voilà. Donc la question numéro 5, c'est une question de physiopathologie sur la myasthénie. Juste pour parler un peu de physiopathologie. Donc, c'est quoi l'atteinte physiopathologique de la myasthénie? C'est une atteinte de la jonction neuromusculaire, donc l'endroit où en fait le nerf et le muscle communiquent tout simplement. Et donc il y a plusieurs causes de myasthénie. La plus fréquente, c'est la myasthénie auto-immune, due en fait à la production d'anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine. Et dans les formes paranéoplasiques, vous verrez dans les dossiers qui sont aussi peu fréquentes que ça, c'est des anticorps anticanocalciques. Voilà, juste pour que vous sachiez un petit peu. Mais ça, vous reverrez ça dans les dossiers, ça va tomber assez régulièrement. Et pareil, chez les myasthéniques, comme chez les épileptiques, ce qui est hyper important, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Vous reverrez ça dans les dossiers, mais pareil, il ne faut pas qu'ils arrêtent leur traitement, quoi. Voilà. Donc, si on fait la synthèse, c'est la compression médulaire ou le syndrome de la queue de cheval, c'est imagerie médulaire en urgence absolue et s'il y a besoin, des compressions médulaires en urgence. Les méningites, vous devez connaître le traitement. Je vous laisse regarder sur le site de la Société française de réanimation et vraiment ne pas confondre, toujours dans le syndrome de la queue de cheval et dans le syndrome de la compression médulaire, ne pas confondre ce qui est central de ce qui est périphérique. Voilà, c'est de la neuroanatomie de base, mais c'est hyper important de connaître. Voilà, c'est la fin du dossier.